Montréal, une journée parmi tant d'autres. Métropole au nord de l'Amérique, son climat parfois difficile impose un mode de transport efficace et confortable. Ville moderne dotée d'un métro souterrain qui répond aux attentes de ses 250 millions d'usagers annuels. Construit par la communauté urbaine de Montréal, le métro est l'outil qui répond le mieux aux besoins des 29 municipalités de cette agglomération urbaine. Le Bureau de transport métropolitain coordonne depuis 1970 la conception et la construction et voit l'amélioration du réseau. Il fait partie de la société de transport de la communauté urbaine de Montréal qui exploite le métro. Durant les années 60, suite à l'expansion de la population et aux problèmes de transport qui en découlent, la construction d'un métro apparaît aux dirigeants municipaux comme la solution de transport en commun la plus originale et la plus pertinente. L'inauguration du réseau initial a lieu en octobre 1966. Il comprend les lignes vertes et oranges. En avril 1967, la ligne jaune est ouverte à temps pour répondre aux besoins de l'exposition universelle. Le réseau compte alors 26 stations sur 25 km. En 1971, la mise en chantier de prolongement au réseau initial et la création d'une nouvelle ligne permet de répondre aux besoins d'un usage accru du métro. La ligne verte s'étend à ses deux extrémités en 1976 et 1978. On prolonge alors la ligne orange jusqu'en 1986. La ligne bleue, inaugurée en 1986, est complétée en 1988. Aujourd'hui, le réseau de 61 km comprend 65 stations. Dès le début, les équipes de concepteurs ont entrepris des études d'implantation pour déterminer les corridors à favoriser, l'emplacement des stations, les coûts d'immobilisation, pour enfin cerner une foule de détails techniques auxquels il fallait apporter réponse. Les études d'avant-projet débouchèrent ensuite sur la préparation de plans et devis qui amenèrent finalement l'octroi de contrats et les diverses phases de construction. Des choix capitaux dans les concepts de métro devaient se faire dès le début. C'est ainsi que le gabarit de 2,5 mètres avec un roulement sur pneumatique fut préféré au standard américain de 3,15 mètres avec roues métalliques. Ce choix comporte un certain nombre d'avantages. Premièrement, un tunnel de plus faible dimension dont la largeur de 7,10 mètres suffit pour les installations. Cela facilite considérablement l'implantation des ouvrages sous la voie publique et par ailleurs en réduit les coûts. Deuxièmement, le roulement sur pneumatique offre des caractéristiques intéressantes au niveau de l'adhérence, de l'accélération et des freinages rapides. On peut, dès lors, exploiter le principe d'un tunnel en profil de cuvette. Au départ, le train utilise la gravité pour prendre de la vitesse, avec un minimum d'énergie de traction. Puis, sur le plat de l'interstation, encore très peu de courant est nécessaire au maintien de la vitesse. Enfin, à la remontée de la station suivante, la pente sert à décélérer naturellement le train jusqu'à son arrêt complet. Le pneumatique permet aussi, avec des devers appropriés, de négocier des courbes beaucoup plus serrées et offre ainsi au concepteur une souplesse supplémentaire dans son choix de tracé. Le sous-sol de l'île de Montréal est principalement constitué de rocs tout près de la surface. Les qualités mécaniques de ces formations rocheuses les rendent très favorables à la construction de tunnels. Ce roc se brise très facilement à l'explosif, mais sa densité lui permet de se supporter lui-même sans blindage onéreux. Grâce à ce contexte géologique, le tunnel du métro a été percé dans le roc dans 80% des cas. Cette méthode de travail est très économique et simplifie de beaucoup la réalisation des chantiers. Le contrat de gros œuvres comprend habituellement un tronçon de tunnel encadré de 2 stations. L'entrepreneur s'attaque dès le départ au creusage d'un puits vertical lui permettant d'atteindre le tunnel à construire. Le forage du roc s'effectue suivant un diagramme bien défini au moyen de foreuses à articulations multiples montées sur des jumbos souvent motorisés. Les trous sont chargés de dynamite comme dans les mines. Un chargeur à bascule entasse le roc dans les camions qui la transportent hors chantier. L'excavation du tunnel progresse au rythme moyen de 6 mètres par jour et par front d'attaque. Généralement, l'entrepreneur travaille sur 2 fronts simultanés, de façon à faire alterner ses opérations de forage et de déblaiement.
Dans le tunnel foré dans le roc, la voûte est stabilisée au moyen de boulons à roc de 2,40 m de longueur dans le but de conserver les efforts internes du rocher. Vient ensuite la phase de bétonnage. Le béton forme le parement du tunnel. Les coffrages utilisés sont formés d'imposantes structures en acier montées sur roues que l'on avance progressivement pour chaque coulée. Le coffrage moule en une seule opération les murs et le plafond voûté. Des pompes à piston permettent d'acheminer le béton dans ces coffrages de façon presque continue, assurant un produit homogène en évitant la ségrégation. Ce béton doit atteindre 30 mégapascales comme résistance à la compression à 28 jours. Le béton ne contient pas d'armature, car l'effet de voûte exploite à fond la résistance à la compression du béton. La dalle, appelée radier, est coulée après les murs et la voûte. D'une épaisseur de 300 mm et non armée, le radier repose sur un lit de pierre concassée qui comporte un système de drainage. Lorsque la couverture rocheuse est trop mince ou que les sondages ont décelé une mauvaise qualité de roc et que l'occupation du sol le permet, on construit à ciel ouvert. C'est la méthode en tranchée. Aux endroits où la proximité des édifices cause un problème ou que l'on doit creuser à de grandes profondeurs, on oblige l'entrepreneur à utiliser des parois temporaires pour soutenir les terres. Lorsqu'une partie de l'excavation est terminée jusqu'au radier, la structure du métro progresse comme dans le cas d'un édifice. On érige des coffrages, on pose l'acier d'armature, puis on coule le béton. Les sections du métro en tranchée sont toujours armées à cause des charges vives appliquées ultérieurement. Elles peuvent épouser la forme d'une arche ou celle d'un cadre rectangulaire. Finalement, la structure doit être recouverte afin de redonner au terrain son profil original. Les stations sont par définition les lieux où le voyageur a accès au train. Le séjour du passager doit lui procurer une expérience agréable et l'inviter à utiliser le métro comme moyen de transport urbain. Les stations ont été réparties à une distance telle que les voyageurs le long d'une ligne puissent, aussi souvent que possible, gagner à pied la station la plus proche, en moins de 5 minutes. L'interstation moyenne est de 910 mètres. De façon générale, une station mesure 152 mètres de long sur 13 mètres de large et elle occupe un volume de 30 000 mètres cubes avec ses édicules. Comme dans le cas des tunnels, la majorité des stations sont creusées dans le roc. Elles sont en fait construites en agrandissant les tunnels déjà existants et leur bloc d'accès est construit en tranchée. Elles sont composées d'une arche de béton non armée reposant sur 2 pieds droits. Chaque coulée mesure 8 mètres. On laisse un écart entre chaque coulée afin d'insérer une goulotte pneumatique qui permet l'écoulement des eaux d'infiltration vers les pompes qui évacuent l'eau. Les contrats de construction de stations comprennent généralement le gros œuvre, la finition y compris les corridors, les édicules et les puits de ventilation. Le bloc accès de la station est réalisé à ciel ouvert et inclut les escaliers, passerelles et couloirs qui joignent la station aux entrées. Lors des prolongements du réseau, des stations furent construites en sous-œuvre et certaines voies ont dû être superposées afin de répondre aux exigences du sous-sol. Les nouvelles stations de correspondance sont conçues avec des quais centraux. Les trains passent de chaque côté des quais, de sorte que la plupart des voyageurs n'ont qu'à traverser le quai central pour changer de ligne. La grande majorité des mouvements des passagers se font de quai à quai. On évite donc les conflits entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Dans le réseau initial, on a favorisé les stations de correspondance cruciformes. Les aménagements des stations, les appareils d'éclairage, les portes extérieures, les installations de contrôle, la publicité et le graphisme sont des standards auxquels doivent se conformer les architectes. Toutefois, les formes et couleurs varient.
Le béton s'impose comme matériau de premier choix par sa grande maniabilité, ses qualités structurales et son économie. D'autres matériaux sont également utilisés par les architectes tels l'acier inoxydable, le verre, le granit, la tuile et le bloc d'argile. Les sorties sont aménagées dans les édicules ou dans les édifices environnants. Chaque station conçue par un architecte différent offre un cachet unique. On utilise toujours des matériaux durables, résistants, faciles d'entretien et dont le coût justifie l'emploi. La communauté urbaine de Montréal a tenu à intégrer des œuvres d'art dans les stations, en favorisant la participation d'artistes dès le début de l'étape conception. Le métro a permis le développement économique de certains secteurs de la communauté urbaine de Montréal, en favorisant l'intégration et l'accès direct à des établissements commerciaux, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas, et a permis le développement d'un réseau souterrain unique au monde. Le métro est doté d'une commande centralisée réglant le départ et les mouvements des trains par ordinateur. Sur le tableau de contrôle optique, le régulateur peut suivre la marche des trains. La présence d'un train sur la voie est indiquée par un numéro et son déplacement est facile à suivre. L'ordinateur permet la régularisation des trains. Les fonctions importantes réalisées sont le suivi des trains, la gestion des manœuvres en terminus, la gestion des départs, ainsi que la régulation en ligne qui assure le respect de la marche type et en cas de perturbation permet le contrôle de l'intervalle pour maintenir des conditions idéales d'exploitation. Le matériel roulant est doté d'un pilotage automatique avec contrôle continu de la vitesse. Ce dispositif assure la protection des trains en pilotage automatique ou manuel. Chaque train est assujetti en tout point à respecter des consignes de vitesse. S'il ne respecte pas ces consignes, il est automatiquement freiné en urgence. La protection des trains circulant sur une même voie est assurée par des consignes d'arrêt ou de ralentissement dans les deux cantons précédents, tout canton occupé par un train. Les équipements de voie jouent un rôle essentiel. Ils supportent le train et le guide. Le rail, la piste de roulement et la barre de guidage en sont les principaux éléments. Le rail sert de conducteur de retour du courant et guide le train à l'aide de la roue métallique dans les aiguillages. La piste de roulement supporte le train roulant sur pneus. La barre de guidage sert de guide aux roues latérales et assure l'alimentation électrique. Sous le contrôle du poste de commande et de mesure, l'alimentation en énergie se fait à partir de postes de redressement, alimentés par des postes de district. Ces postes transforment le courant alternatif de 12 000 ou 25 000 volts en courant continu de 750 volts. Des mécanismes détectant les surintensités et les courts-circuits assurent la protection du système. L'alimentation en énergie de chacune des stations se fait à partir de 2 postes secondaires de distribution. Chaque poste fournit la moitié de l'énergie requise par l'éclairage, la force motrice et les autres services. Un réseau de télétransmission achemine toutes les informations sur la ventilation, l'alimentation électrique et les manœuvres au centre de contrôle. C'est du poste de commande centrale que les systèmes de télécommunication sont regroupés. On peut en tout temps rejoindre les opérateurs, le personnel d'entretien, s'adresser aux employés et aux voyageurs à l'intérieur des rames et des stations. La ventilation du métro est basée sur l'installation d'une ventilation forcée dans le milieu de l'interstation et d'une ventilation naturelle en station où les puits d'air relient le grand volume avec l'extérieur. On arrive ainsi à réduire les pressions d'air causées par l'effet piston, produit par le déplacement des trains. Les rames de métro roulent sur la voie de droite. Elles sont formées d'un, 2 ou 3 éléments automoteurs pouvant être accouplés pour donner des trains d'une longueur de l'ordre de 50, 100 ou 150 mètres. Chaque élément comporte 3 voitures, soit 2 motrices qui encadrent une remorque. Le métro sur pneus permet de hautes performances sans que tous les essieux soient motorisés. 2 générations de matériel roulant sont en opération dans le métro. Le MR63 qui roule depuis 1966 et le MR73 qui est utilisé depuis le début des prolongements. Les deux sont compatibles sur l'ensemble du réseau.
Chaque voiture est composée d'une caisse et de 2 bogies. Les moteurs de traction sont au nombre de 4 par motrice. Le bogie est composé de roues à pneumatiques porteurs, de roues de sécurité en acier qui assurent le guidage en cas de crevaison, de roues de guidage latéral, de freins à sabots de bois imprégnés d'huile végétale. Des frotteurs positifs entourés d'une boîte isolante assurent l'alimentation. Le roulement de train sur pneus comporte des avantages certains. Il est silencieux, ne transmet aucune vibration et permet de grimper des pentes allant jusqu'à 6,5%. Le nouveau matériel roulant a été conçu afin de respecter le côté fonctionnel des équipements tout en s'assurant de leur esthétisme. Les voitures de métro contiennent le plus grand nombre possible de matériaux résistants au feu. Les voitures ont 4 portes latérales de 1,30 m de chaque côté. Le train de 9 voitures comprend donc 36 portes permettant un temps de stationnement très court. Les nouvelles motrices MR73 sont équipées d'un hacheur de courant qui produit des économies d'énergie au moment de l'accélération. Cet équipement permet aussi le freinage par récupération d'énergie, deuxième source importante d'économie. Le son caractéristique de cet équipement est entendu au démarrage des trains en station. Des ventilateurs assurent une entrée d'air dans chaque voiture. 4 ventilateurs forcent l'air à l'intérieur d'une gaine et 4 autres assurent la sortie de l'air par le plafond. Le métro de la communauté urbaine de Montréal offre à ses usagers un système de transport qui reflète la somme des connaissances et des préoccupations de ses concepteurs. Les millions de personnes qui l'utilisent chaque année peuvent y circuler en toute quiétude. Les ingénieurs, les architectes et les administrateurs ont veillé à ce que le moindre détail soit analysé et déterminé avec soin, en faisant du métro de la communauté urbaine de Montréal une des réussites du genre. Chaque roulement de tourniquet en est la preuve.